Salut les Blooders, c'est Marcel. Alors c'est parti pour une petite vidéo où je vais essayer de vous donner quelques conseils très généralistes sur le deck building à Flesh and Blood. Alors déjà je ne suis pas un expert, donc ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, mais pour débuter ça peut être intéressant d'avoir quelques points de repère, de savoir comment font les joueurs un peu plus expérimentés pour vous aider à construire vos premiers decks. Alors pour démarrer, déjà, premier avertissement, c'est une vidéo pour les débutants. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est analyse de la méta en profondeur, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Là, l'idée c'est plutôt de donner quelques pistes aux nouveaux joueurs qui sont un peu perdus au moment de builder leur premier deck, puis de les accompagner dans cet apprentissage du jeu. Deuxième avertissement, tout ce que je vais vous dire, ça va pas être des formules, des solutions toutes faites, parce que dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de vérité absolue. La réponse aux questions que vous vous posez, ça va souvent être ça dépend, puisque tout est toujours très dépendant de votre héros, de votre plan de jeu, de la situation en jeu, de l'état du jeu dans Flesh and Blood. Vous savez que Flesh, c'est pas un jeu où on installe, où on gère son board, c'est pas un jeu où on s'installe tranquillement comme dans d'autres TCG, c'est plutôt un jeu de gestion de main au départ, et du coup il y a beaucoup de choses qui sont situationnelles à ce jeu, donc souvent vous allez c'est vous qui allez trouver la réponse à vos questions. Moi je vais seulement pouvoir vous donner quelques grands principes globaux que vous devrez appliquer à votre cas particulier. Alors premier grand principe général, le fait de net-decker ou pas. C'est-à-dire net-decker, c'est recopier tel quel la decklist de quelqu'un d'autre. Et donc, moi je trouve que dans ce jeu, ça sert pas à grand chose de net-decker, parce que en fait, beaucoup de choses dans la partie vont dépendre des choix que vous allez faire dans la partie, donc vont pas dépendre de votre deck, mais vont dépendre de la façon dont vous le jouez. Flesh, c'est un jeu où il y a beaucoup de choix à faire. C'est un jeu qui offre beaucoup de choix décisionnels à faire pendant la partie, et ces choix sont aussi déterminants pour la conclusion d'une partie que la composition de votre deck. C'est un jeu qui est conçu pour récompenser plutôt le skill que la chance, et donc souvent ce qui va marcher, ce qui va vous donner des victoires, c'est l'adéquation de votre deck avec votre façon de jouer, avec la façon dont vous aimez jouer, avec vos préférences personnelles en termes de jeu. Je vous donne un exemple. Quand on joue Kano, quand on joue le sorcier Kano, en gros on a le choix entre deux cartes d'équipement pour sa tête. Donc on peut jouer le Talismanic Lens ou le Ragamuffin's Hat. Et en fait, les deux choix sont bons. Il n'y a pas une carte, on ne peut pas dire qu'il y a une carte qui est meilleure que l'autre. D'un point de vue performance, les deux cartes sont très proches. Ce qui les départage, en fait, c'est plutôt la façon de jouer. Soit on cherche la stabilité en jouant Talismanic Lens, soit on cherche plutôt l'explosivité en jouant Ragamuffin's Hat. Et donc, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez faire ce choix-là. C'est en fonction de vos préférences de jeu. Et donc si vous faites que reprendre la decklist de quelqu'un d'autre, ça va pas forcément vous correspondre ce que l'autre joueur a fait comme style de jeu, quoi. Du coup, ce que je vous recommande, c'est de ne pas recopier les listes des autres, de faire votre propre deck petit à petit avec les cartes que vous récupérez, et ce sera le deck qui vous correspondra. Et c'est comme ça que vous serez meilleur, parce que vous ferez évoluer petit à petit votre deck, vous apprendrez de vos erreurs, et c'est aussi comme ça que vous vous amuserez le plus, parce que vous aurez un deck que vous vous aurez approprié, qui sera le vôtre. Ça va très bien, je trouve, avec le fait d'avoir un héros un peu fétiche auquel on s'identifie. On peut aussi s'identifier à son deck. Et donc voilà, ça ce serait mon premier conseil. Faites votre propre deck. Ça ne vous empêche pas de regarder ce que les autres font, mais il y aura toujours quelques cartes que vous choisirez vous pour adapter le deck à la façon dont vous avez envie de jouer, à votre méta locale, etc. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet de la construction de votre deck, le plus important, c'est de vous demander, c'est votre plan de jeu, c'est de vous demander ce que vous voulez faire avec votre deck, ce que vous voulez que votre deck fasse.
Est-ce que vous allez faire un deck aggro qui veut prendre la tempo et imposer son rythme à l'adversaire, ou au contraire, est-ce que vous allez faire un deck contrôle qui va essayer de bien défendre et de laisser l'adversaire se fatiguer? Ou alors vous pourriez faire un deck aussi combo qui va essayer de tuer votre adversaire en un tour. Ce qui est intéressant dans Flèche, c'est que souvent un même héros, il peut être buildé selon différents archétypes, et ça vous permet de surprendre votre adversaire qui a pu faire le mauvais choix au moment de sider. Et d'un point de vue deck building, c'est plutôt intéressant de prendre un héros et de se demander comment on pourrait le builder dans tel ou tel archétype. Donc gardez bien à l'esprit cette notion de plan de jeu, puisque tout votre deck va devoir servir votre plan de jeu. Et donc c'est votre plan de jeu qui va aussi dicter la construction de votre deck. Par exemple, si vous voulez faire un deck contrôle, vous allez devoir rentrer le minimum de cartes qui bloquent mal, c'est-à-dire des cartes qui bloquent à 2 ou qui bloquent pas du tout comme les instants. Et vous allez vous apercevoir à ce moment-là que le jeu est vraiment très bien équilibré, parce que souvent, quand vous deck buildez à Flèche, vous allez être confronté à des choix que je trouve un peu cornéliens. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une carte dans votre plan de jeu, mais elle bloque mal. Alors du coup, est-ce que vous allez la rentrer? En combien d'exemplaires? Je dis que c'est des choix cornéliens parce que voilà, on est souvent forcé à faire des choix. D'un côté, on a une carte qui va nous apporter quelque chose d'intéressant pour notre plan de jeu. Par exemple, on va prendre la carte Rossage. Pour les gardiens, c'est une carte très intéressante parce qu'elle permet de faire pivoter la partie en jouant un Rossage sur une grosse attaque gardien. Mais de l'autre, c'est une carte qui vous prive aussi de quelque chose parce qu'elle bloque à 2. Et si vous jouez la version la plus efficace, c'est le pitch rouge. Donc pour les gardiens, c'est pas terrible, les cartes qui bloquent à 2 et qui pitch rouge. Et donc ce type de choix, ce type de contrainte, c'est des éléments qui rendent le deck building très intéressant à ce jeu. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des ratios. Donc le deck building à Flèche, ça dépend beaucoup des ratios, c'est-à-dire du pourcentage de cartes dans votre deck qui ont une certaine caractéristique. Donc tout de suite, je vous donne un exemple pour que ce soit concret. Pas mal de decks, donc notamment les decks aggro qui ont besoin de pitcher, vont vouloir pitcher une carte bleue et une seule pour jouer leur tour. Ils vont souvent avoir besoin de 3 ressources pour jouer leur carte et optimiser leur tour. Par exemple, c'est le cas des archétypes aggro, donc de Dorinthea, de Katsu, d'Ira, de Dash ou encore de Viscerail. Et donc ces decks, ils vont vouloir optimiser la probabilité de piocher des mains où il y a au moins une bleue et pas forcément plus de 2. Et donc pour calculer ce genre de probabilité, je vous conseille un excellent site qui s'appelle Pitch for Three. Donc je vous mets le lien en description de la vidéo. Sur ce site, il y a un petit outil très pratique pour calculer ce genre de probabilité. Et donc dans l'exemple qu'on prenait là, c'est-à-dire des mains où vous avez minimum une bleue et maximum 2 bleus par main, et bien on obtient la plus faible probabilité d'avoir une mauvaise main, c'est-à-dire d'avoir une main où on aurait 0 bleu ou 3 ou 4 bleus. Cette probabilité est la plus faible si on joue 14 ou 15 bleus dans un deck de blitz, donc 14 ou 15 bleus sur vos 40 cartes dans votre deck de blitz, et 22 dans un deck de 60 cartes en CC. Donc il faut savoir que vous avez quand même 28% de chance d'avoir une mauvaise main. Donc les decks aggro qui ont besoin d'avoir une ou deux bleus par main, et ben ils ont quand même 28% de chance d'avoir une mauvaise main, ce qui est quand même pas... ça fait presque une main sur 3 qui est pas bonne. Donc ayez ces probabilités en tête parce que ça va influencer sur votre façon de jouer. Et donc les ratios, 14 ou 15 bleus dans un deck de blitz, c'est des bons ratios à avoir en tête si on veut stabiliser la bonne sortie du deck avec ce genre de deck aggro. On voit souvent par exemple Dorinthea Dawnblade jouer 15 bleus en blitz. Ça stabilise le fait que vous ayez au moins une bleue à pitcher par tour, et puis c'est aussi très utile d'avoir des bleus par exemple dans le match-up sorcier pour prévenir les dégâts d'arcane en pitchant bleu. Alors attention, 14 ou 15 bleus, ça fonctionne que pour les decks aggro qui veulent garder cet équilibre, pitcher une bleue par tour et jouer des cartes qui ne sont pas des bleus. Si vous jouez des archétypes plus mid-range,
contrôle ou des héros avec un gameplay particulier, il y aura d'autres ratios à appliquer et d'autres calculs à faire. Par exemple, un deck qui veut au moins une bleue, mais qui peut jouer avec des mains à 3 bleus, typiquement un Cano par exemple, il va pouvoir jouer avec des mains à 3 bleus, et ben du coup il va vouloir jouer plus de bleus que Dorinthea, il va en jouer une vingtaine en blitz, peut-être il y a des decks qui jouent un peu moins, mais une vingtaine c'est déjà un bon point de départ pour avoir, et là si vous jouez une vingtaine de bleus, vous avez une probabilité d'avoir de seulement 11% d'avoir une mauvaise main, c'est-à-dire d'avoir une main sans bleu ou avec 4 bleus. Et même Cano, il pourrait jouer avec des mains à 4 bleus. Donc du coup, quand vous regardez ces probabilités, vous voyez que un deck comme Cano, qui joue beaucoup de bleus, qui joue plus de bleus que Dorinthea, eh ben, il va avoir tendance à être plus stable que les decks aggro. La probabilité d'avoir une mauvaise main va être plus faible. Donc au passage, Cano, on dit souvent que c'est... alors il y a beaucoup de variances quand on fait la capacité de Cano, mais au départ c'est un deck plutôt stable, puisqu'il joue... plus vous jouez de bleu, en fait, plus vous serez stable. Donc là je vous parle des ratios en termes de pitch, mais la difficulté supplémentaire, c'est que souvent il n'y a pas que le pitch à prendre en compte dans les ratios dans votre deck. Donc je vais essayer de vous donner des conseils très généraux, puis très rapides, pour les 8 premiers héros du jeu, enfin pour les 8 premières classes du jeu. Donc Rhinar, par exemple, vous prenez Rhinar, lui il veut une bonne densité de cartes d'attaque qui tapent à 6 ou plus, il en faut, moi je dirais que 60% du deck c'est bien, ça ferait 24 cartes sur 40 en blitz. Donc les cartes qui tapent à 6 ou plus pour déclencher des intimidates, et surtout pour pas foirer les Blood Rush Below, donc les clameurs sanglantes en VF, c'est une carte clé, clameur sanglante dans le deck brut. Donc c'est très important d'avoir une bonne densité de cartes qui tapent à 6 ou plus pour pas les foirer, puisqu'il faut défausser une 6 plus pour activer son effet. Et Rhinar, il va vouloir aussi pas mal de jaune et de bleu s'il veut jouer un peu contrôle, parce qu'il va défendre et il va garder au moins une jaune pour pouvoir mettre un coup de club pour pouvoir taper avec son club. Bravo, lui, il veut vraiment beaucoup de bleu pour payer ses grosses attaques qui coûtent très cher, et puis taper aussi avec un Autos qui coûte 3. Donc je dirais bravo, au moins les 2 tiers du deck bleu. Et puis il veut aussi une bonne densité de cartes qui coûtent 3 ou plus pour un Autos, pour que un Autos passe à 6, et pour bénédiction de délivrance qui lui permet de regagner des points de vie s'il a une bonne densité de cartes qui tapent à 3 ou plus quand il résout la bénédiction de délivrance. Donc c'est important d'avoir aussi un bon ratio de ces cartes là dans Bravo. Les ninjas, alors eux ils veulent des cartes bleues qui coûtent 0 pour être pitchées, pour donner go again au Kodachi quand elles sont pitchées. Et puis aussi Katsu il veut des cartes bleues, des cartes qui coûtent 0 pour sa capacité, pour activer sa capacité. Et puis les deux ils veulent des cartes combo. Ils veulent pas mal de cartes combo, peut-être au moins une par main, pour la synergie avec Flic Flac. Dorinthea, elle veut juste sa bleue par main pour jouer son tour, sinon elle n'a pas vraiment de contraintes, elle joue ses non-attaques et puis ses réactions d'attaque pour son arme lame de l'aube en français. Donc Dorinthea, comme je vous disais, 14 ou 15 bleus, il n'y a pas beaucoup d'autres contraintes dans son jeu. Dash, elle va vouloir très peu de cartes non mécano pour pas foirer ses boosts. Alors à la limite, vous avez le droit à une carte non mécano, parce que vous pouvez rattraper un boost foiré avec les bots d'Achille. Mais voilà, faites gaffe à pas foirer les boosts. Beaucoup de cartes, très peu de cartes non mécano, et puis une bonne densité de bleu, un peu comme Dorinthea, même peut-être un peu plus que Dorinthea, parce que Dash elle a tendance à avoir des attaques qui coûtent cher. Azalea, elle veut beaucoup de flèches pour pouvoir utiliser son arc, donc elle a besoin aussi d'une bonne densité de flèches dans son deck. Si vous jouez avec l'arc qui s'appelle Redliner, alors en français c'est corde d'arc rouge, vous faites un deck qui va pitcher le moins possible, et qui va donc plutôt jouer des cartes rouges qui coûtent pas cher du tout. Donc c'est un peu l'archétype où on pitche pas, l'archétype Redliner.
et du coup ça simplifie aussi la structure de votre deck. Les Runeblade par principe, ils veulent plutôt un équilibre 50-50 entre les non-attaques et les attaques pour bénéficier des effets qui demandent de jouer des non-attaques ou une non-attaque, une attaque par tour. Mais Viserai, lui, il est un peu particulier. Il peut aussi s'écarter de cet archétype non-attaque-attaque, et il peut aussi jouer des réactions de défense, comme réduire un champ de runes, qui vous recrée des runes chantes, donc qui va très bien avec le gameplay de Viserai. Et Kano, lui, va vouloir que des non-attaques pour pas foirer sa capacité, donc que des non-attaques sorciers ou génériques, même si quand vous jouez Sonic Boom, c'est important d'avoir des non-attaques sorciers pour pas foirer l'effet de Sonic Boom. Et il va vouloir beaucoup de bleu pour activer sa capacité et payer ses cartes qui peuvent être assez chères. Donc voilà très rapidement pour les 8 héros. Pour finir sur les ratios, donc faites bien attention à vos ratios, que ce soit pour le pitch ou les cartes qui ont une caractéristique particulière qui rentre dans la mécanique de votre deck. Et alors, n'oubliez pas de regarder aussi la répartition de vos cartes par coup. Si votre jeu c'est par exemple de pitcher une bleue par tour, essayez d'avoir des mains qui coûtent pas plus de 3 ressources. Faites attention aussi à la courbe de votre deck en termes de coût des cartes. Si vous utilisez les deck builders comme FabDB, vous avez cette courbe qui s'affiche quand vous construisez votre deck. Donc regardez aussi la répartition de vos cartes selon leur coût. Donc là, on va partir du principe que vous avez fait votre deck en blitz avec vos 40 cartes, vos 4 équipements, donc votre arme ou vos 2 armes si vous jouez 2 armes. Et donc en blitz, vous avez un side qui n'est fait que d'équipements ou d'armes supplémentaires, et donc vous touchez jamais à votre deck de 40 cartes, votre deck de 40 cartes en blitz il bouge pas, et vous pouvez vous adapter donc aux héros adverses avec des équipements ou des armes. Donc en tout vous avez 11 slots d'équipements ou d'armes, et vous allez sélectionner celles et ceux que vous allez utiliser en fonction du héros adverse. Donc en pratique, en blitz, ça va souvent consister à vous munir d'équipements arcane barrière. En français, ça doit être barrière d'arcane. Pour jouer contre Runeblade, en général, ça suffit d'en avoir un, puisque avec un seul équipement arcane barrière, vous pouvez prévenir tous les runechants. Et par contre, quand vous jouez contre Wizard, contre Sorcier, là, il vous faut au moins 3 équipements arcane barrière. C'est conseillé d'en mettre au moins 3 pour pouvoir prévenir 3 dégâts d'arcane d'un sort en pitchant une carte bleue. Donc votre side en blitz, ça va souvent consister à mettre déjà au moins ces 3 équipements arcane barrière pour avoir arcane barrière 1 plus 1 plus 1, donc pour pouvoir prévenir 1, 2 ou 3 quand vous prenez des dégâts d'arcane, notamment contre Kano, quoi. Et alors après, vous pouvez aussi avoir d'autres équipements ou des armes alternatives. Donc par exemple, la brute, Rhinar, il va jouer les griffes de mandibule s'il veut être dans un plan de jeu aggro, ou il va jouer le club. Donc le club en français c'est le gourdin virevoltant, s'il veut jouer plutôt dans un plan de jeu contrôle. Donc là vous allez vous adapter à votre adversaire, et c'est avec les équipements et les armes que vous allez vous adapter. Pareil, si vous pensez que la partie va durer très longtemps, ça peut être intéressant de mettre la tunique en torse plutôt qu'un équipement de classe, parce que la tunique elle est toujours très très forte dans les parties qui durent, parce qu'elle vous fait une ressource tous les 3 tours, quoi. Donc ça c'était pour le blitz. En CC c'est un petit peu différent. En CC vous avez un pool de 80 cartes pour votre deck, et donc vous devez présenter un deck d'au moins 60 cartes, vos équipements, vos armes, et donc c'est à vous de voir avec ce pool de 80 cartes quels sont les équipements que vous mettez, quelles sont les armes que vous mettez, et les cartes que vous allez changer ou rajouter dans votre deck. Typiquement, si vous jouez un deck de 60 cartes, 4 équipements et une arme, vous avez 15 slots dans votre side pour vous adapter à votre adversaire, sachant que ces 15 slots, ça peut être des cartes que vous allez rajouter ou changer dans votre deck, ou des armes ou des équipements pour vous adapter à vos adversaires.
Donc ça c'était pour tout ce qui était side. Il y a un autre volet que je voulais évoquer ici, c'est sans rentrer dans les détails, puisque ça va concerner plutôt le volet compétitif du jeu, et moi je m'intéresse plutôt au jeu casu, c'est ce qu'on appelle le metagame. Donc pour schématiser, le metagame, ça va être ce que les joueurs, globalement, dans une communauté, considèrent comme les decks les plus forts du moment. Donc c'est très facile d'avoir un aperçu de ça en regardant les decklists des joueurs qui ont gagné les derniers gros tournois, qui sont disponibles sur fabtcg.com. Et donc vous, en tant que joueur qui construit son deck, si vous voulez faire bonne figure dans les tournois, dans vos premiers tournois, dans vos premières armories, vous allez tenir compte de ça et vous allez adapter votre deck au deck dominant, quoi. Donc par exemple actuellement on a un deck faille qui performe bien dans les jeux aggro, avec un jeu très aggro, très combo, et faille il doit jamais défendre. Donc par exemple là vous allez adapter votre deck en rentrant par exemple des cartes d'attaque avec des effets de hit contre faille. Par exemple on voit les gardiens s'adapter à faille en rentrant des cartes comme Choke Slam, donc Choke Slam c'est étouffe claque, ou Crush the Weak. Alors Crush the Weak elle n'a pas été traduite, elle est pas dans History Pack, mais c'est des cartes qui ont des effets de crush, des effets d'écrasement qui sont très très forts contre faille, et donc actuellement on voit les gardiens rentrer ça pour obliger faille à se défendre et du coup lui ruiner son plan de jeu, quoi. Mais du coup si les gardiens rentrent ces cartes là pour être forts contre faille, bah forcément ils vont être moins forts contre d'autres decks qui pourraient du coup bien se comporter dans les prochains tournois, etc. C'est un peu ça le jeu du metagame. Donc je vais vous donner un exemple un peu extrême, mais pour bien montrer ce qu'on peut faire en jouant avec le metagame. Par exemple, si vous voyez votre adversaire jouer Kano en blitz, en principe, tout le monde va équiper au moins 3 équipements Arcane Barrière pour se protéger. Mais alors, justement, si le joueur Kano utilisait ça contre ses adversaires, il pourrait jouer un deck qui joue aucun dégât d'arcane et qui pourrait juste vous attaquer avec des cartes d'attaque. Et en faisant ça, du coup, il vous priverait de vos équipements, et ce serait très intéressant de voir comment on peut builder un deck Kano avec des cartes d'attaque et avec l'arme générique Talishar. Ce serait une sorte de mage de bataille. Kano, il pourrait par exemple facilement jouer les cartes qui jouent sur le fait d'avoir moins de points de vie que l'adversaire, comme Scar for a Scar, 100%, vu qu'il commence sous les points de vie de l'adversaire. Donc ça c'était un exemple un peu extrême, mais vous, dans votre boutique locale qui démarrez le jeu, l'important c'est de vous concentrer sur comment vous avez envie de builder votre héros, et peut-être en ajoutant une petite touche personnelle qui va peut-être surprendre vos adversaires locaux. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à construire vos premiers decks, à gagner vos premières parties, sachant que le processus pour construire, tester, faire évoluer son deck, ça peut être long, mais ça fait partie du plaisir de jeu, je trouve, de suivre ce processus et de tirer du plaisir à faire évoluer son deck et à améliorer son héros. Donc en guise de conclusion, je vais citer notre cher Zikan du Discord qui dit à propos du deck Bravo: on en reparle quand tu as dépassé les 500 parties avec ton deck. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout amusez-vous bien. Ciao ciao.